Le vol chez les préadolescents, comment y remédier? Nous soulevons ici la question de la démarche à suivre pour corriger le problème. De toute évidence, il faut bien comprendre le phénomène pour pouvoir le corriger. Il faut intégrer le fait que chaque enfant est unique et que les environnements socio-culturels peuvent être très variés. Dégager les principes fondamentaux sur lesquels chaque parent peut se fier pour trouver la démarche à suivre pour corriger son cas est donc la chose à faire. Ainsi, nous articulerons nos travaux en commençant par comprendre comment le phénomène s'installe. Ensuite, nous verrons comment y remédier et nous allons à la fin ensemble voir les erreurs à éviter. Avant de commencer, remercions tout d'abord tous les parents qui ont contribué par leur intervention dans le groupe WhatsApp puis le Temple. Nous remercions également ceux qui ont prêté une oreille à leur intervention. La première fois que l'enfant pose un tel acte, il est face à un choix, mais nous y reviendrons. Convenons tout d'abord que la première fois est rarement le fruit d'une préméditation. Très souvent, l'enfant découvre une somme d'argent perdue ou négligemment gardée. Il est donc face à un choix. Il choisit soit prendre ou bien garder et interpeller le propriétaire. Il choisit alors de prendre et assoupit ses besoins personnels, ce qui relève deux aspects. Le premier, il cause un tort à quelqu'un et le second, il est qu'il assoupit son propre besoin, d'où le caractère égoïste de l'acte. Mais pourquoi ce choix plutôt que l'autre? Pourquoi choisir le petit confort qu'offre l'acte plutôt qu'un autre choix? Cette question nous amène à explorer la dimension trilogique de l'homme. Bien qu'il n'y ait pas de preuves scientifiques à ma connaissance prouvant que l'homme est corps, esprit et âme, toutes les religions à ma connaissance l'affirment. Nous partirons alors de cette hypothèse pour tenter d'expliquer le choix. Nous dirons que peut-être parce que le corps et l'esprit sont faibles, qu'on prend une décision facile. Expliquons. Un enfant à qui on donne ou alors on a habitué à donner de l'argent et qui a pris l'habitude de manger plus que son corps n'en a besoin, peut finir par souffrir d'une envie irrépressible de nourriture. Ce que nous appelons ici, dans cet exemple, corps faible. Combiné à l'ignorance du poids karmique du vol, l'esprit, ce que nous qualifions ici par l'esprit faible, les deux conditions combinées peuvent amener notre progéniture à dérober de l'argent. Pour la première fois, ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, est-ce que c'est le seul facteur qui influence ce premier choix? Cette interrogation nous conduit à explorer la contribution des gènes. En effet, les gènes expliquent en partie nos traits physiques, mais aussi nos comportements. La science nous explique que le comportement d'un individu est le résultat d'informations contenues dans ses neurones, mais aussi la manière que les neurones sont connectés entre eux. C'est une information très importante. C'est une information ultra capitale. Mais nous notons que les gènes jouent un rôle dans la connexion des neurones entre eux. Par conséquent, l'enfant chez qui les gènes qui favorisent le vol sont activés sera plus enclin à faire le choix du vol plutôt qu'un autre choix. Ce qui ne voudrait pas dire que les parents sont à blâmer. En effet, deux parents qui n'ont pas les gènes qui favorisent le vol activés peuvent engendrer une progéniture chez qui ces gènes sont actifs. Un exemple plus parlant de ce phénomène est l'albinisme. Deux parents qui ne sont pas albinos peuvent ensemble engendrer un albinos.
Bien, nous verrons maintenant que l'état d'esprit, la maîtrise de son corps et les gènes ne sont pas les seuls facteurs. Le rôle de l'environnement n'est pas à négliger. Lorsqu'un enfant qui possède de la prédisposition, nous entendons ici les prédispositions, le côté génétique de la chose. Si un enfant qui dispose des prédispositions pour voler est entouré d'enfants qui volent, vous devinez la suite. Mais il est à noter qu'un enfant qui possède ces gènes attire également des enfants qui vont dans ce sens. Ils se prêtent des idées sombres entre eux. Remarquons aussi qu'un enfant n'ayant pas les gènes du vol, qui est entouré durablement dans un mauvais cadre, a de très grandes chances de copier des mauvaises manières. Nous convenons que l'environnement dans lequel l'enfant évolue, son cercle d'amitié, ses camarades, peuvent très fortement influencer celui-ci. Il est à noter qu'il existe des enfants qui se trouvent dans des cadres propices issus d'une famille avec des valeurs, mais choisissent de sortir du rang et de prendre le mauvais chemin, défiant toute rationalité, toute logique et défiant au passage toutes les mesures correctrices. Ceci reste un mystère. À présent, nous allons observer le rôle négatif que peut avoir la répétition. En effet, une fois que l'acte est posé, cet acte pour la première fois, s'il recommet ce type de geste, il faut noter qu'il franchit peu à peu un palier plus dangereux. En effet, ce qui se passe dans le cerveau, c'est que plus on répète une action, plus on apprend à mieux faire cette action. C'est pareil pour le vol. Plus un enfant vole, plus il apprend à voler plus efficacement. Pire encore, plus il vole, plus c'est difficile pour lui d'arrêter, car le vol est addictif. C'est ce qui amène certains enfants à continuer à voler malgré les punitions de toutes sortes. C'est un peu comme demander à un fumeur d'arrêter de fumer du jour au lendemain. Maintenant, explorons quel est l'impact de la banalisation lorsque l'acte est constaté. En effet, lorsque l'enfant répète l'acte de voler plusieurs fois, il commence à trouver cela normal et banal. Bien sûr, chaque individu est censé savoir, ou plutôt avoir connaissance, quel est le bien et quel est le mal. Sauf que les mécanismes décrits plus haut, disant que nos comportements sont les résultats des informations stockées dans nos neurones et la manière que ceux-ci sont connectés entre eux. La connexion entre les neurones est déterminée par les gènes, mais aussi par la répétition d'une action. C'est ça l'apprentissage. Ceci fait qu'un acte perçu initialement comme étant le mal, à force de répétition, finit par être justifié et perçu comme légitime. Par extension, c'est ainsi que les criminels trouvent souvent des arguments pour justifier les actes regrettables à nos yeux, mais pas à leurs yeux. Si l'enfant continue à voler régulièrement, on assiste au phénomène de la cristallisation du vol dans le cerveau. Lorsque rien n'est fait et que l'enfant continue à répéter l'acte, le comportement du vol se grave profondément dans le cerveau et devient très difficile à corriger. Seul un choc émotionnel assez fort change ce type de personne. On peut citer comme choc émotionnel ici le premier passage en prison ou la mort d'un ami après un coup de vol, peut-être une agression et tout. Ce type de choc émotionnel parfois change certains enfants. Maintenant que nous avions montré comment le phénomène s'installe, découvrons comment inverser le mécanisme. En réalité, il suffit de trouver des actions qui s'opposent au mécanisme déjà décrit. La nécessité de répéter les mêmes actions, punitions et tâches, puisque le comportement s'installe
par la répétition de l'action, il faut aussi utiliser la répétition pour lutter contre le phénomène. Il faut s'armer de patience, de persévérance et de discipline. À chaque fois que l'occasion se prête de répéter les mêmes mesures correctrices, il faut le faire, d'où la discipline. Mais quelles sont les mesures correctrices que nous pouvons appliquer? La première mesure correctrice consiste à cultiver le sens de l'effort, du bien commun et la nécessité de devenir une meilleure personne à tout point de vue. En effet, toute tâche que l'enfant pourrait participer qui le pousse à se surpasser est conseillée, que ce soit les tâches domestiques, que ce soit un commerce ou des efforts académiques, à condition que ce soit vraiment exigeant. Pourquoi c'est si important? Simplement parce que le vol est très souvent l'apanage des paresseux. Bien sûr, à quelques exceptions près. Donc, lorsqu'on corrige la paresse, il est possible que le vol se corrige. Car si l'enfant a besoin d'argent, il saura et il aura de l'énergie, de la persévérance nécessaire pour chercher son argent en trouvant une activité rémunératrice. La difficulté peut arriver au niveau de l'adhésion à ce processus. À mon humble avis, il faut être intransigeant, il faut trouver une punition plus dure que la tâche proposée. Punition qui doit s'adapter à l'enfant. Il est à noter que le châtiment corporel n'est pas toujours la solution. Sauf que la punition doit être assez dure pour forcer le changement. Il faut vraiment faire attention au choix de la punition. Une fois qu'elle est choisie, il faut la répéter à chaque fois qu'il y a écart de comportement. Rappelons que la répétition est la clé. Il est important d'expliquer avant de punir à l'enfant pourquoi il est puni. Je propose ici un discours qui peut être tenu à l'enfant. Je te punis très durement parce que je te punis très durement, pas parce que je te déteste, mais parce que tu veux prendre le mauvais chemin. Tant que tu ne feras pas des efforts pour changer, je vais te punir. À présent, expliquons la nécessité de communiquer sur les méfaits du vol. La nécessité de communiquer sur les méfaits du vol. Il faut communiquer sur les méfaits du vol et être patient. Les changements peuvent mettre beaucoup de temps pour arriver. La spiritualité peut être un allié dans ce sens. Il faut noter que en communiquant sur les méfaits du vol, on donne plus d'arguments et de volonté à l'enfant d'arrêter de produire ce type d'acte. La nécessité de minimiser l'impact des émotions. Les émotions peuvent vraiment être l'ennemi des parents. La colère, l'excès d'amour, la déception. En effet, les décisions prises sur l'emprise des émotions sont souvent des mauvaises décisions. Donc, au moment de choisir la punition, il faut s'assurer d'être rationnel et non émotionnel. La rationalité doit nous conduire à une punition qui est assez dure, qui peut être répété sur une longue durée et qui est suffisamment dur pour forcer un changement chez l'enfant. L'enfant doit savoir qu'il est durement puni pour ses actions, mais il n'est pas détesté. C'est très important de le rappeler. En effet, il faut également examiner le cercle d'amis fréquentés et si ceux-ci sont de mauvaise moralité, il faut absolument sortir l'enfant de ce cadre, même s'il faut pour cela que celui-ci soit déménagé. Une fois déplacé, il faut s'assurer qu'il ne s'entoure plus de mauvaise compagnie. Maintenant, nous allons explorer les erreurs à éviter. Sur le coup de l'émotion, il est facile de lâcher les déclarations négatives, comme par exemple « tu ne feras rien dans ta vie, tu ne deviendras rien dans ta vie, tu finiras en prison,
ton enfant va te faire la même chose. Et bien d'autres déclarations encore qui ne servent à rien, au contraire, peuvent s'installer dans le subconscient de l'enfant et l'influencer négativement. Le mécanisme est connu vulgairement sous le nom de malédiction. L'inaction. Puisque le phénomène est très vulgaire et que certains enfants n'ont pas besoin qu'on leur fasse tout un film pour qu'ils arrêtent, beaucoup d'enfants le font quelquefois et arrêtent tout seuls. C'est un hasard. Il ne faut donc pas compter sur le hasard. Ces enfants, s'il y avait une démarche pour les contraindre à l'arrêt, ils auraient toujours arrêté. Pour les cas qui nécessitent une correction, le fait de ne pas agir tôt peut laisser le temps à l'enfant de produire et de reproduire le geste encore et encore. Nous avons déjà expliqué le rôle négatif de la répétition dans ce cas. Pour parler simplement, plus le geste est répété, plus il est difficile d'arrêter. Il faut éviter toute banalisation. Lorsqu'un enfant vous prend sans permission une somme, aussi petite soit-elle, ne banalisez pas. Si vous le faites, il y a de grandes chances qu'il le reproduise. Réagissez fermement, toujours en expliquant le caractère négatif du geste. Il ne faut pas oublier de tester l'enfant qui a commencé à prendre de l'argent en l'exposant expressément de l'argent à des endroits où vous savez qu'il passe, pour voir s'il prendra ou pas. S'il arrive à ne pas prendre, répétez le geste pour qu'il apprenne cette habitude et que celle-ci se maintienne durablement dans son comportement. Dans ce cas, on aura utilisé la répétition comme un allié. Évitez de laisser apparaître tout signe de vulnérabilité. Les enfants sont toujours en train d'observer leurs aînés, leurs parents, leurs encadreurs. C'est un mécanisme que la nature a mis à la disposition des enfants pour faciliter l'apprentissage. La moindre ou le moindre signe de vulnérabilité est remarqué. Et souvent, les enfants difficiles l'utilisent pour prendre le contrôle sur leurs parents ou leurs encadreurs. Souvent, après un acte déviant d'un enfant, on entend parfois des parents lâcher des déclarations suivantes. L'enfant s'y me dépasse. Je ne sais plus quoi faire de cet enfant. Même si vous êtes à court d'idées, ne laissez pas l'enfant voir cela. Demandez conseil. Vous pouvez demander conseil en toute discrétion. Lisez des livres sur la psychologie des enfants. Si votre temps le permet, vous pouvez également vous adresser au service social des commissariats. Ils peuvent vous accompagner si vous avez de la chance. Vous pouvez également vous adresser à nous. Mais il ne faut pas oublier que l'éducation est une chose, est même l'une des choses les plus complexes et que personne ne la maîtrise. Personne n'a la maîtrise de ce sujet. Mais il y a des principes qui offrent plus de chances de succès. Il est mieux de les suivre et après espérer que l'issue soit favorable. Il faut rester humble. Évitez de laisser les enfants idolâtrer des mauvais modèles. J'admets qu'à ce niveau, la tâche est difficile car elle demande d'accorder du temps à nos enfants, d'écouter leurs causeries pour connaître quels sont leurs centres d'intérêt et d'en déduire leur modèle. Si un enfant a pour modèle un délinquant parce qu'il s'habille comme un influenceur qu'on apprécie, alors l'enfant va copier les actions du délinquant. D'où l'importance d'avoir des causeries éducatrices avec des enfants et trouver des arguments pour les amener à choisir des bons modèles. Si vous pouvez le faire, faites-le car c'est très important. Et si vous estimez que ce n'est pas à vos cordes, ce n'est pas grave. Appuyez-vous sur des leviers que vous maîtrisez. Lorsqu'un individu extérieur à la famille vient se plaindre pour un cas de vol chez le parent de l'enfant, le réflexe très courant de ses parents, c'est de protéger l'enfant. Ce qui est, à mon point de vue, une très mauvaise idée. Je pense qu'il faut
même commencer à le punir devant cette personne, il faut passer un message clair à l'enfant. Il doit comprendre que tout parent raisonnable dans son voisinage est un père ou une mère pour lui et peut donc contribuer à son éducation. Éviter les discours divergents. Les parents doivent s'entendre et avoir le même discours devant l'enfant. Lorsque l'enfant constate que les parents ne parlent pas d'une seule voix, il utilise cette mésentente pour créer une zone de confort qui va l'amener à l'égarement. Souvent, l'enfant commet une bêtise, un parent veut punir, l'autre n'est pas d'accord et le fait savoir devant l'enfant. Les deux parents se mettent à se disputer et ceci devant l'enfant. Voilà une des choses à éviter. Si un parent n'est pas d'accord, qu'il le fasse savoir en toute discrétion. Il ne faut surtout pas que l'enfant le constate. La dernière chose à éviter selon moi, c'est de se dire qu'il y a de la pertinence à ce qui est dit dans cette vidéo, mais d'avoir un enfant qui vous cause du souci et malgré tout, vous restez sans suivre les conseils que vous aviez trouvés pertinents. Ça serait dommage. Concluons en disant que le phénomène s'installe progressivement et se renforce par la répétition. Pour le corriger, il faut être intransigeant et faire le bon choix de la punition. Il y a plusieurs façons de punir. Les châtiments corporels, les postures, la privation d'argent de poche. Il est question simplement de trouver des punitions assez dures pour pousser l'enfant à changer, mais également penser trouver la punition qui peut être répétée dans la durée car le processus peut prendre beaucoup de temps. Il ne faut surtout pas punir à certains moments et laisser à d'autres. C'est pourquoi s'armer de patience, de rigueur et de discipline. Il est important de noter qu'il ne faut pas se limiter aux punitions, mais en parallèle inculquer des valeurs comme le culte de l'effort et du dépassement de soi, l'altruisme et plein d'autres qualités personnelles, tout en gardant en tête que les changements ne s'opèrent pas du jour au lendemain. Il faut garder patience et répéter les mesures correctrices encore et encore sans se fatiguer. Notons aussi qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre, que nous avions citées dans la vidéo, à éviter à tout prix. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si ce type de contenu vous intéresse afin d'être prévenu des prochaines vidéos. Merci et à bientôt.